Ah ben voilà, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, salut à tous, bienvenue à votre émission Que sont-ils devenus? Une émission, on ne cessera de le répéter, n'est-ce pas, qui retrace le parcours d'un sportif, d'un politique, d'un artiste, bref, quelqu'un qui a déjà fait des choses à la Martinique et dont nous sommes fiers. Et aujourd'hui, nous serons particulièrement fiers puisque nous accueillons une championne sportive, Madame Eliane Glondu. Bonjour. Bon, je peux dire bonjour Eliane. Bonjour oui. Eliane, il n'y a pas de souci. Bonjour Eliane, bonjour aux téléspectateurs et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Alors là, vous avez compris qu'elle est sportive, qu'elle est tonique, etc., qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter, qu'elle a la langue bien pendue. Alors ça, on sent qu'elle est quelqu'un de... Voilà. Madame ou mademoiselle Eliane Glondu, vous êtes originaire d'où? Tu es originaire d'où? De quelle commune? En fait, je suis multi-originaire puisqu'en fait, j'ai mon papa qui est originaire du Saint-Esprit, donc spiritaine du côté de papa. Oui. Et du côté de maman, bourguignonne, parce que maman était originaire de Dijon. Et donc, on va dire que j'ai fait une partie de ma vie. Je suis dijonnaise et spiritaine, martiniquaise, en même temps. Voilà, dijonnaise. Un beau mélange, on va dire, dans les années... nous sommes rentrés en Martinique dans les années 75. Et j'ai fait partie des premiers, on va dire, ménages dominos et enfants comme ça, métissés. Alors pour toi, c'est quand même plus agréable. Tu as deux cultures, on ne va pas dire qui se côtoient, on va dire ça comme ça. Alors quel que tu préfères, le côté bourguignon ou le côté martiniquais? Ah, si je vais m'écouter, je pense que c'est sûr, j'ai les deux racines au fond du cœur. Je sens que de par mes parents, on est forcément issus de deux éducations un peu similaires, mais de cœur un peu martinique quand même. J'ai le caractère des Antillais, je pense, plus profond. J'ai une partie de ma vie qui a été faite en métropole quand même, donc j'ai le souvenir d'une enfance en métropole. Mais à bien regarder en arrière, elle ne me correspondait pas franchement au niveau de mes racines. Et je pense que quand on est rentré en Martinique, l'appel des îles était plus fort. Tu aimes le soleil? Voilà, j'aime le soleil par exemple, j'aime pas trop, je suis très frileux, j'aime pas le froid, j'aime la mer, j'aime les couleurs, j'aime pas la grisaille, j'aime pas le... Voilà, quand je retourne même en métropole pour les compétitions, je sais définitivement que je préfère mon île et que franchement... C'était un bonheur le jour où mon père nous a dit qu'on allait partir en Martinique. Voilà, donc tu as parlé de ta prime enfance, si j'ai cru comprendre, là, tu étais plutôt du côté bourguignon, on va dire ça comme ça. Alors, tes petites classes, la scolarité, tu es issu d'une famille de combien d'enfants? Alors, moi, je suis issu d'une famille de 2 enfants, déjà, voilà, avec, j'ai un autre frère aussi également, donc on va dire qu'on est 3. Et en fait, voilà, j'ai fait mon enfance au départ à Dijon, donc voilà, j'ai fait toutes mes premières écoles, le lycée, tout s'est passé à Dijon. Oui. Quand tu m'as dit alors c'est toi l'aîné? Alors moi je suis l'aîné, oui. Voilà, j'ai un frère, voilà, qui est du même lit, et puis un autre frère qui n'est pas du même lit, mais voilà, nous sommes 3. Oui, oui. Et voilà, je suis l'aîné de cette famille. Et donc, comme je disais, donc j'ai fait mon enfance à Dijon. Voilà. Famille, on va dire, assez aisée quand même, oui. Famille aisée, voilà. Alors, mes parents, honnêtement, je reconnais qu'ils ont eu un parcours de vie assez difficile au départ, parce que c'était, comme tout le monde, un jeune couple qui a fait sa vie en partant de pas grand-chose. Papa est un ancien militaire qui très tôt a quitté la Martinique, parce qu'il avait perdu sa maman très jeune. Et donc, très tôt, il a été dans le milieu militaire. Il s'est formé tout seul en métropole. Il a vraiment fait créé toute sa vie là-bas au départ en métropole. C'est là qu'il a rencontré maman. Maman est également issue, on va dire, d'un milieu ouvrier, parce qu'elle travaillait plutôt dans les usines avec les usines Lanvin, Amora, enfin toutes ces grandes marques qu'on connaît à Dijon. Ouais. Et puis, ils ont fait partie des premiers couples mixtes qui ont un petit peu développé la cellule antillaise en métropole. Donc, au tout départ, mon père était très impliqué dans le mouvement de reconnaissance antillaise à Dijon. Voilà, exactement. Ouais. Et à Dijon, c'était bien connu à l'époque. Au Palais des Congrès, il a organisé des grandes soirées antillaises. Des balles et tout. Et ça m'a marqué, puisque déjà enfant, quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, il m'impliquait beaucoup. J'étais déguisée en petite martiniquaise et c'est moi qui allais aider les gens à s'installer à la table et tout. Et il a aussi créé le premier orchestre qui s'appelait le Wapaps Creole Band. Wabaps Creole Band, c'était un des premiers orchestres qu'il a fondé là-bas. Ouais, et donc, c'est pour ça que même en vivant, en ayant ma petite enfance là-bas, j'ai quand même été tout de suite baignée dans le milieu antillais. Donc, j'ai pas vraiment perdu mes racines en étant là-bas, quoi, au départ. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ton papa, c'était une personnalité, n'est-ce pas, par exemple, ne serait-ce qu'à Dijon, c'était quelqu'un de reconnu?
Alors oui, parce qu'en fait, comme il a eu l'occasion de côtoyer, enfin de créer ce groupe musical et qu'il a commencé à se déployer un petit peu aux alentours à Dijon et dans les alentours, il est même monté à Paris. Enfin voilà, on va pas dire que ça a été quand même une hyper grosse grande reconnaissance, mais il a quand même côtoyé des mondes, j'allais dire des artistes comme même Annie Cordy qu'il a croisé une fois dans sa vie. Je sais plus, il y avait Patrick, pas Patrick Bruel parce qu'il n'était pas encore pas né, mais enfin, il a croisé vraiment des artistes. Il se produisait également dans le milieu antillais, même sur Paris, etc. Et une fois, je sais qu'il avait été appelé par Quel instrument il jouait, ton papa? Alors lui, c'était plutôt le piano. Comme mon oncle Fernand, d'ailleurs, qui est toujours au piano aussi. La famille Glondus, c'est des grands pianistes autodidactes. Toute la famille. Parce que mon père est issu d'une fratrie de 11 frères et sœurs. Et je vois presque tous naturellement, ils jouent au piano, sauf moi. Moi, j'ai fait du sport. Ah bon, non, parce qu'effectivement, je connais des Glondus, mais ils sont musiciens, ils sont pianistes, etc. Ouais, toujours, non. Et puis des gens très calmes, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il faut savoir que, on est famille Glondus, mais on est famille Larcher surtout, parce que ma grand-mère fait ses familles Larcher. Du côté de papa, on est Larcher avant tout. Diamant aussi, là, non? Exact. Les parents diamant. Tout à fait. Ah ouais. Larcher, Mauconduit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, on est des spirites. Ah ben voilà. Donc, tes classes primaires, tu les as faites, tu m'as dit, à Dijon. À Dijon. Les petites classes, les primaires, ça se passe bien? Cours préparatoires, cours élémentaires? Ça peut aller, mais on est dans une période difficile de ma vie parce qu'en fait, vous savez, on sortait, alors, en fait, j'ai pas dit ça, mais au départ, mon père était militaire. Donc, il a fait la guerre d'Algérie, et en fait, je suis née en Algérie. Ma mère a été le rencontrer juste après, à la fin de la guerre, en 1963. Et donc, je suis née là, mais ils sont rentrés tout de suite en métropole après. Du coup, j'avoue avoir été pas mal, faut dire les choses comme elles sont, victime du racisme. Je l'ai beaucoup mal vécu. Quand on a 10, 11 ans, il y avait un amalgame. En fait, comme je s'était marqué, j'étais née en Algérie, on me prenait pour une Algérienne, marocaine. Donc, je ne ressentais pas mon identité martiniquaise reconnue, et ça m'affligeait beaucoup. Et puis, j'avais du caractère, j'avais du tempérament. Ça, c'est là que peut-être que j'ai reconnu ma racine antillaise, c'est-à-dire qu'à l'école, je me laissais pas faire. Tu faisais des réflexions des fois? Voilà, oui, non, mais j'étais vraiment victime de racisme, avec des fois, il fallait que je me batte. C'est peut-être ça qui a fait ce que je fais aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est que quand j'étais petite, j'ai dû me défendre. J'ai dû me battre aussi. Je me suis battue, parfois, pour me défendre. Ah oui. Et donc, du coup, j'ai eu des expériences personnelles qui m'ont marquée à cause de ce racisme, et je suis devenue guerrière. Voilà, une Amazone. J'ai dit c'est fini, je veux plus être victime de cela. Mes parents étaient conscients de ça, ils m'ont aidé. Mon père intervenait beaucoup près de l'école quand ça se passait mal. Mais c'était arrivé à une période les années, on va dire 73, 70, c'est des années difficiles. Tu sais, ça a laissé des séquelles. Pas mal de choses. Hein. Voilà. Et moi, en même temps, ça m'a forgé. Donc je n'ai pas honte à le dire. Et aujourd'hui, je suis peut-être plus forte de caractère à cause de cela. Tu as eu l'occasion de retourner en Algérie après? Pas du tout. Donc ça t'a formé, tes petites classes, après, je sais, moyen. Est-ce que déjà donc, ce côté un petit peu garçonnière que j'avais à l'école, etc., en tout cas, tu te laissais pas marcher sur les pieds, quoi. Voilà, je me laissais pas marcher sur les pieds. Puis un autre facteur aussi important, c'est que je l'ai pas dit non plus, mais mon papa qui qui faisait pas mal de choses, d'activités, était footballeur. Footballeur, on va dire, en milieu, avec les comités d'entreprise. C'était un excellent footballeur, papa. Il aurait pu être un footballeur professionnel s'il avait pu, mais dans sa vie. Mais malheureusement, il a eu un accident de cheville, quoi. Il a eu un accident de sport qui lui a finalement interdit de continuer dans cette voie-là. Mais il était, par contre, grâce au sport, lui aussi qui a connu une difficulté pour se faire reconnaître dans sa vie professionnelle, dans ce qu'il a fait. Il a eu cette reconnaissance. Donc, il a eu une aide extraordinaire de la part de ses supérieurs administratifs pour pouvoir s'épanouir à travers le football. Et moi, j'étais sur les terrains de foot avec lui. Depuis l'âge de 4-5 ans, je maniais le ballon, j'étais avec lui partout. Ah bon, tu joues au foot aussi? Et j'ai joué au foot longtemps, voilà. Moi, maintenant, parce que je me suis dédiée à autre chose. Mais c'est vrai que même que je me rappelle, nous sommes rentrés en Martinique, ma première année, avant d'aller je cherchais un club de judo, de karaté, j'en parlerai plus tard. Mais je cherchais aussi un club de foot. Donc j'ai fait une année avec le Golden Star, par exemple. Et j'aimais le foot. Et donc papa était un footballeur qui avait vraiment cette passion en lui. Et je me rappelle d'avoir fait des tournois en métropole. On a été partout. Et ça, c'était aussi c'est quelque chose d'assez marquant. Ouais. Donc tu grandis, etc. Alors là, on a vu la primaire, tu suis ton papa, tu es très, très, très branché sport.
Là, tu entres en collège, en lycée. Est-ce que tu es toujours à Dijon? Je suis toujours à Dijon pour ma première année de lycée, en 6e. Et là aussi, c'est un parcours un peu particulier puisque, voilà, on a une transition. Je fais ma première année de 6e de lycée. Je suis au premier trimestre et puis, papa nous réunit avec maman, avec mon frère et ils me disent, il nous dit, voilà, j'ai une opportunité. Là, à cette époque, il travaillait à l'hôpital de Dijon. Hein, il était dans tout ce qui était, comment dire, comptabilité, administration, le service informatique. Ouais. Il mettait en place le service informatique à Dijon. Et là, on lui fait une belle opportunité de mettre en place le service informatique de la MENA, d'essayer de mettre en place tout ça avec une équipe. Donc, il nous réunit à la maison, je me rappelle très bien de ça. Mes parents venaient de faire construire une maison à Saint-Apollinaire, dans la banlieue de Dijon. On vivait une très belle vie, ils étaient accomplis, quoi. Ils étaient partis de rien, ils avaient construit toute une vie pour nous. Très belle maison. Et puis, il nous dit, voilà, si par contre on doit se décider, on le fait ensemble. Si on part tous avec votre accord en Martinique, il nous a consultés. Et à l'unanimité, vous À avez dit, l'unanimité, oui. voilà, on a réfléchi, on a dit, il n'y a pas de souci, on suit. Donc il est parti devant, il est parti en Martinique pour faire nous préinstaller, on va dire, régler la préinstallation. Ouais. Et puis au deuxième trimestre, nous voilà débarqué en Martinique, dans les années 75, où il me faut intégrer dans la foulée un lycée, quoi. Donc tu étais en 5e, en 6e. J'étais en 6e, j'étais en 6e, voilà, j'étais en 6e. Donc tu as fait qu'un trimestre, en fait, Voilà, à Dijon, ouais. voilà. Et du coup, Quel collège, quoi, quel lycée? alors, je me rappelle peu, je suis un petit peu en train de mélanger un petit peu tout, mais il me semble que j'étais à Renan, quand je suis arrivée à Renan. Et j'ai continué ma scolarité à Renan, au collège Renan. Ouais, ouais. Au moment où il va. Cycle secondaire, tu as fait seconde, première, tout ça? Voilà, seconde, première, je vais jusqu'en terminale après au lycée de Bellevue. De Bellevue, voilà, tout à oui, fait. oui. Voilà, j'arrive au lycée de Bellevue où Tu passes ton bac? Voilà, je passe mon bac. Donc voilà, j'ai plus les années 80, j'ai plus trop en tête la période. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais. Voilà, et tout ça en parallèle avec beaucoup de sport. Alors je reste quelqu'un dans mon profil toujours sportive, à l'école toujours combative, toujours à défendre la cause des plus faibles, toujours à sortir la tête des rangs, du rang. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice en fait. Ça c'est profond en moi. Ça je supporte pas l'injustice. Et quand tout le monde est dans les rangs, cachés les uns derrière les autres en disant c'est pas juste, mais personne n'ose, moi j'ose. Ça, je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que je me rappelle à l'école d'avoir mené des combats, même au lycée, où tout le monde n'était pas trop d'accord et tout. Ça, voilà, les gens parlent, mais je dis bon, non. Et à ce moment-là, je pouvais me lever dans la classe et dire voilà, madame, je suis pas d'accord. Enfin voilà, plusieurs élèves, on n'est pas d'accord parce que voilà. Je n'avais pas dit que tu étais une grande gueule, mais tu avais le sens des responsabilités déjà. Voilà. Et la notion d'injustice, tu n'as. Ah oui, ça c'est dans mon non, tu fort fais pas ça du intérieur. tout, là, Voilà. ouais. Je suis du signe de la Vierge, je suis quelqu'un d'intègre, de rigoureuse. Je vais être en accord avec moi-même et je n'aime pas. Je sais aussi ne pas dire tout parce qu'il faut savoir se retenir dans la vie, mais pour moi, si c'est C'est une spontané, cause, une nature spontanée. Et Ouais. puis surtout, si c'est une cause injuste, je supporte pas. Alors, on a parlé de lycée. Tu as fait du sport scolaire, évidemment. Oui, bien sûr. Au lycée De lycée Bellevue, voilà. Alors, je suis quelqu'un qui pratiquait le foot, le tennis de table. Aussi, j'ai fait du tennis de table jusqu'au premier Papongi. J'ai connu Germain Soumbo. J'ai fait, voilà, du sport à ce niveau-là. J'avais fait un peu de tennis. J'avais déjà un peu touché l'équitation, même si aujourd'hui, je suis plus pleinement dans cette activité aussi. Mais j'avais fait de l'équitation en métropole un petit peu. Voilà, c'était les principales activités sportives. Natation, non? Pas trop. Pas trop. Alors, la natation, voilà. Parce que tu m'as dit que tu aimes la mer au départ. Voilà, non? j'aime la mer, mais j'aimais pas la piscine en métropole. Trop froid. Je suis vraiment de nature frileuse. C'était incroyable. Ça m'a beaucoup gênée. Quand on a j'étais jeune, je me rappelle d'un épisode où on a eu droit au cycle natation. En fait, ça coûte une anecdote, mais bon, déjà, rien que l'idée d'aller se lever à 7h du matin puis d'aller dans une piscine en France, c'est pas facile. Donc, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'eau. Et puis en fait, ça s'est pas très bien passé non plus, parce que la monitrice nous repoussait sur le bord. Enfin, j'étais terrorisée par l'eau, donc je savais pas nager, malgré que j'allais à la piscine à l'école. Et en fait, le déclic, c'est quand papa a dit on va en Martinique. Il est parti en Martinique, comme je vous l'ai dit précédemment. Il est parti. Et mon frère et moi, on s'est regardés, on s'est dit avec maman, on veut pas arriver en Martinique sans savoir nager. Il faut qu'on sache nager. Ah bah oui, et en fait, on s'est pris en main. Maman nous a emmenés le dimanche tout seul, enfin dans les journées familiales pour aller à la piscine. En indépendant. Et mon frère et moi, on s'est lancé des défis en disant, voilà, je vais jusqu'à l'échelle, je vais nager. Et toi, tu vas plus loin, moi, je vais nager. Et on a appris à nager presque tout seul. En disant, et la première chose que je me rappelle, quand on rentre en Martinique, c'est un souvenir fort. Papa nous emmène à notre premier bain, on le prend à Trois-Îlets. Ah
voilà, Trois-Îlets à Lance-Mitan, voilà, Lance-Mitan, ça s'appelait Lance-Mitan. Et je me rappelle avoir sauté dans l'eau, disant papa, regarde, on sait nager. Oui, mais justement, il y a un petit point quand même qu'il faut préciser. Quand tu m'as dit que tu n'aimais pas l'hiver non plus, tu n'aimes pas le froid. Bon, alors, on va mesurer. Je n'aime pas le froid, mais par contre, j'adore la beauté de l'hiver. Ça, la beauté de l'hiver, la neige immaculée. Voilà, on y a été d'ailleurs, je connais la neige. Parce des gens, voilà. La neige à la montagne, oui. La neige dans un paysage neigeux, la même chose qu'on va aimer la mer avec le soleil, le côté idyllique d'une plage. Par exemple, on y a été, voilà, j'aurai l'occasion d'en parler, mais on a eu des échanges même sportifs avec la Haute-Savoie, et je voulais faire vivre ça à des enfants de notre club, de la Martinique en général, et j'ai créé des échanges avec la Haute-Savoie pour qu'on aille faire du ski. Donc non, ça c'est quelque chose qui m'est familier. Voilà. Donc voilà, tu passes ton baccalauréat, et puis alors là, la carrière professionnelle se dessine. Alors tu te dis, bon, quel genre d'études au départ tu envisageais? Alors envisageais... Toujours des études de sport. Voilà, compte tenu du parcours que je vous ai dessiné, c'est clair que pour moi, tout était inscrit depuis le départ, c'était que je voulais être professeur de sport. De sport. Voilà. Ouais. Donc j'ai tenté, on va dire à 2 voire 3 reprises, l'entrée à l'époque ça s'appelait l'UREPS. Le CREPS. En Guadeloupe. Voilà. Alors, au début, j'ai fait sur dossier en sortant de ma première année de Bellevue. Bon, il y a des paramètres compliqués. Il faut rentrer, il faut trouver un hébergement, tout ça. Je réussis à l'entrée au Crous, comme on appelait à l'époque, CREPS. Ouais. Mais j'ai pas le bac. Première année ratée. Ah, mais t'as échoué au bac. Voilà. Première année, il faut pas avoir honte. J'étais pas prête. C'est pas que j'avais pas les capacités, mais j'étais en fait quelqu'un de... je vais le dire aux téléspectateurs, mais j'étais en fait très tard femme-enfant, donc j'étais pas mûre, j'étais pas mature. J'ai toujours été décalée entre mon âge et puis voilà, mon tempérament. Mais quand même une gamine là, voilà. J'ai quand même pas loin de 60 ans et ça se voit pas. Donc ça t'a pas un petit peu ennuyé? Ça m'a pas ennuyé parce que j'étais pas prête à quitter le cocon familial. Voilà, faut dire les choses comme il faut. Voilà, qui dit bac dit partir ou je sais pas. Et moi, j'étais pas prête, donc je voulais rester dans le foyer familial. Donc tu as tenté une deuxième année. Une deuxième année, bac très bien, réussi avec mention assez bien, pas de problème. Et là, tu envisages. Et l'envisage à nouveau d'entrer toujours de CREPS. Et en parallèle, j'étais déjà karaté 4, puisque tout ça s'est fait dans une année où je passais ma ceinture noire de karaté, donc j'étais déjà passionnée. J'ai commencé le karaté quand même dans les années 76, donc voilà, je suis déjà parallèle au karaté. Hein. Manuela, si on a des photos déjà de cette époque de début, etc., elle va commenter avec nous, mais tu as déjà la fibre sportive. À l'école... à Bellevue, voilà, tout le monde le connaît là maintenant. Bah oui, c'était du 20 sur 20 à l'école, à la gym c'était 20 sur 20, bon voilà, j'étais complètement à fond dessus, tout le monde me connaissait, j'étais la petite sportive à moto, voilà. Ouais. Donc pour moi ça s'inscrivait d'office, mais bon. Alors là par exemple, ce qu'on voit là, c'est quoi ça? Ah ben ça c'était un peu plus tard, c'était quand je suis rentrée en Martinique dans les années 88, je viens de créer mon club et c'est ma première compétition officielle avec des élèves que j'ai formés. Voilà. Je venais de créer le club en 89, voilà, on a fait une première sortie, donc ça doit être une photo qui date des années 90, une année après la création du club, où je fais déjà des champions de la Martinique, j'ai produit des champions de la Martinique en quelques années. Voilà, mais justement, on va regarder peut-être la photo. Donc, depuis ta sortie du CREPS diplômé, tu es diplômé certainement. Voilà, donc je sors. Non, je sors pas du CREPS en fait. Je tente l'entrée au CREPS, mais jamais je parviens à y rentrer parce qu'au final, dans l'histoire, vous savez, à l'époque, c'était un barème. Il fallait atteindre des seuils pour pouvoir. Il y avait un quota d'entrée. Il y avait un seuil, barème natation, barème cyclisme. Or, moi, je suis de petite taille. Je fais même pas 1m60 et des brouettes. Donc, en fait, j'ai toujours été lésée par mon gabarit. Donc, je ne fais pas les minima. Donc, j'arrive pas à rentrer au CREPS. Et après 3 tentatives, je renonce et je dis non, je vais me spécifier dans ce que j'aime, à savoir le karaté, et je vais passer mon brevet d'État. Donc, je m'oriente vers la spécificité de mon brevet d'État en me disant que j'aurai ce brevet d'État, je pourrais officier, travailler soit avec des associations, travailler au sein de l'administration en tant que... Voilà. Mais quand tu me dis karaté, le truc c'est arts martiaux ou karaté uniquement? Alors, là aussi, si on veut dans le détail, au départ, il faut savoir que quand je quitte Dijon, je pratiquais, j'ai dit, plusieurs sports. J'ai oublié de dire que je faisais un peu de judo. Je quitte la France, la métropole, pour rentrer en Martinique, comme je vous l'ai dit, quand je suis en 6e. Et là, je recherche tout de suite d'emblée, quand je rentre en Martinique, un club de judo. Je veux continuer le judo. Donc, je me dirige au Samouraï Dojo, que je découvre, là, près du canal Le Vassor. Et à l'époque, je me rappelle, je fais quelques cours de judo avec Daniel Bravo. Voilà, j'étais des anciens sportifs du monde du judo. J'ai connu aussi l'époque Francisco, tout ça. Ouais. Mais en même temps, dans cette salle, il y avait du karaté. Et je découvre, comme ça, là, boum, coup de foudre, un cours de karaté adulte que je vois avec de mes yeux.
Et avec maman, je me regarde et je dis, maman, c'est ça que je veux faire. Terminé. À partir de là, Dufresneau, j'ai connu alors Raymond Dufresneau plus tard, qui fait de l'aïkido maintenant, voilà. Mais ça, c'était la génération que j'ai côtoyée au départ. Louis Daniel, voilà. Daniel, j'ai connu Daniel, voilà. Qui sont des gens qui ont voyagé avec toi. Voilà. Voilà. Donc là, tu te formes, mais quand même, tu as crédité, tu peux te lancer dans l'enseignement. Voilà, donc c'est la période, disons que, voilà, une fois que j'ai démarré le karaté, donc j'étais encore très jeune, j'avais 13-14 ans, je continue mon parcours de karatékate, enfin de pratiquante, mais quand je vois qu'à 18-19 ans, avec le bac, je ne suis pas rentrée au CREPS, je me spécifie, donc j'ai quand même la ceinture noire à 16 ans, et je me dis, avec tous ces paramètres-là, vu ma passion, parce que j'étais hyper passionnée, je le suis toujours, mais bon, j'étais plus jeune. Et j'ai dit, il faut que je me spécifie. Et quand je passe mon brevet d'État en métropole, puisque là, il faut aller en métropole pour le passer, je sors major de promotion. Ah bon? À l'échelon national et tout. À l'échelon national. Déjà, je suis la plus jeune ceinture noire à 16 ans, qui a son premier dan, une des premières ceintures noires la plus jeune. J'ai eu même une petite dérogation de quelques mois, parce que je n'avais pas exactement 16 ans. Et puis quand je passe mon brevet d'État, j'ai 18 ans. Et ça se passe en périphérie de Paris, bref. Et donc, à l'issue de cette formation, je sors major de promotion. Major de promotion. On peut avoir d'autres photos. Alors là, bien évidemment, les grandes compétitions, les plus grandes compétitions. C'est pas vrai. Non, mais tu peux nous dire. Jeux Olympiques, non. Ouais. Non, Jeux Olympiques, ça n'existait pas encore. Ouais. Le karaté olympique, ça n'a pas existé. Ça existait éphémèrement l'année dernière, là, enfin il y a 2 ans. Et c'est déjà fini pour le karaté. Les plus grandes compétitions dans d'autres pays. Voilà, non, moi, ma plus grande compétition dans d'autres pays, c'est les Panaméricains. Championnat panaméricain que j'ai fait. Je me rappelle pas exactement l'année, j'ai pas donné de photos parce que c'était effectivement quelque chose que j'aurais pu montrer. Et c'était, mon Dieu, je crois que c'était à Curaçao qu'ils avaient fait, où j'avais fait 4e au championnat panaméricain. Ma plus grande victoire quand même, c'est d'être au niveau national, avoir participé au championnat de France aussi, être rentré en équipe de France pendant quelques années. Parce que quand j'étais plus jeune, dans les années, quand j'avais 20 ans à peu près, j'ai fait 2 années en équipe de France. J'ai été à Zurich, voilà, une de mes grandes rencontres internationales, Zurich. Là encore, je fais 4e. J'ai souvent été abonnée à la 4e place, ce qui en fait en soi est formateur, parce que quand on échoue si près de la 3e place, on a 2 solutions, soit on renonce, soit on se bat. Mm-hmm. Donc jusqu'à présent, je me suis battue. Par exemple, là, on est en train de voir une séquence. Eh ben là, c'était l'ensemble des étapes. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus loin. Donc c'était, je ne me rappelle plus la date exacte non plus. C'était lors de mon 6e dan. Il y a une dizaine d'années, ça. Cette photo date d'une dizaine d'années. Ouais. C'était la cérémonie officielle de la remise des grades du 6e dan. En Martinique. En Martinique. Oui. Alors quand, vous voyez, vous avez toutes les 6e dan qui sont présentes dans toutes les disciplines. Judo, aïkido à droite avec. Dès que j'avais un ami là, Brie. Je n'ai pas tout à fait mes lunettes, là, je vois pas bien. Mais globalement, voilà, toutes c'est des professeurs de sport renommés qui ont fait un super parcours. Michel Branchi à mes côtés aussi. Ouais, Michel Branchi. Voilà, qui est encore plus ancien que moi. Mais voilà, on a passé notre 6e dan ensemble. Et il y a une belle cérémonie qui s'est tenue au stade Louis Achille à cette époque, en présence du maire de la ville. Et on a été tous honorés par la remise du grade supérieur. Et c'est à cette occasion que j'ai fait une super démonstration avec mes élèves. Ouais. Oui, là, on voit M. Raymond Saint-Louis à côté de toi, le maire de la ville de Fort-de-France. Oui. C'était une très belle cérémonie qui nous a mis à l'honneur. Il y avait aussi Francisco qui était là encore à l'époque. Et je me rappelle, c'était assez fort comme moment, puisqu'il était déjà alité, mais il s'était déplacé, on l'avait amené sur site pour qu'il puisse recevoir officiellement sa ceinture rouge et blanche de 6e dan. Donc il avait reçu son grade. Oui, mais je remarque également que concernant tu as eu ton propre dojo à un certain moment. Alors voilà, c'est-à-dire que quand je fais un parcours en métropole d'abord, comme j'ai dit à l'équipe de France, j'ai d'abord un parcours de sportive. Tu étais à l'équipe de France. Voilà. Je voulais en parler. Voilà, justement. Donc j'ai quand même un parcours en équipe de France pendant 1 an ou 2, où après mes résultats nationaux, je suis détectée, j'incorpore l'équipe France. Bon, je fais partie de l'équipe France B pendant 2 ans. Je vais à Zurich. Tout ça, puis après, voilà, c'est quand même à un moment donné, il faut faire un choix dans sa vie. Et mon père me dit, écoute, le sport de haut niveau, si tu rentres pas vraiment dans le haut niveau, à fond, il faut quand même penser à ton avenir, qu'est-ce que tu veux faire. Donc il me propose de m'aider pour monter une structure ici, enfin trouver un espace au moins pour le faire. Et moi je lui dis, papa, si tu es OK, moi je veux bien créer mon association. Tu en es le président, et puis après on cherche les murs, on va essayer de trouver quelque chose pour créer le club. Ouais. Donc c'est un peu sur son initiative, il me donne les moyens à nouveau de me lancer.
Et voilà, on trouve la ZAC de Rivière. Au début, ça s'est fait dans le domicile familial. Au tout début, on n'avait pas d'espace, donc on a fait simple. Dans le domicile familial, sur la route de Mout, 99 route de Mout, et je me rappelle, dans un petit parking et tout, le sous-sol de la maison. On n'avait même pas 30 mètres carrés, une pièce comme ici à peu près. Un peu petit d'ailleurs. Oui. Et je commence avec 10 élèves. Et encore non, si je reviens bien en arrière, je mens un petit peu parce qu'en fait, ma première ressource, ça n'a pas été la maison familiale, ça a été Bellevue. En fait, marche arrière. Ouais. Quand papa travaillait, il avait une deuxième petite activité. Il a toujours été entreprenant, je dois te dire ça de lui, et de ma maman aussi. Je suis ma maman qui est malheureusement partie l'année dernière. Mais mes parents étaient entreprenants et je tiens de ça d'eux. Et il avait un petit snack à Bellevue. À Bellevue, ouais. Il était un des premiers petits snacks près du lycée de Bellevue pour les jeunes qui sortaient du lycée pour pouvoir faire un petit snack de. Ouais. Et là, il y avait la salle de danse de Marlène Zéclair. Mm-hmm. Et donc, c'est la première qui m'a tendu les bras, qui a accepté de me proposer cette petite salle pour que j'ouvre ma première séance de karaté avec mes élèves. Ah. Donc, je crée ma première section karaté en 89, 88 après la déclaration. L'OTC a commencé ses premiers pas dans la salle de danse de Marlène Zéclair. Je fais 1 an à peu près dans cette salle. Mm-hmm. Et après, vu que je commence à avoir pas mal d'élèves, ça commence à bien tourner, mon père me propose de faire ça dans le sous-sol familial. Donc 1 an après, en 90, on est à 99 route de Mout, où on commence à bien tourner. Voilà, mais là, tu avais un espace quand même plus conséquent. Non, sous-sol, un sous-sol aménagé. Voilà, une petite salle, je vous dis, devait faire 8 mètres de long, 5 mètres de large, 40 mètres carrés. Pour combien d'élèves ? Alors au début, on était 10, 12, après ça commence à tourner fort, 20, 30. Je fais plusieurs heures, voilà, je fais des heures, puisque c'est des petites classes, donc des petites classes d'1 heure. On a été jusqu'à 90 élèves. C'est dommage parce que il y a des photos que j'aurais pu, si j'avais su que le parcours était montré, j'aurais pu montrer une photo qui était marquante. C'était la dernière année avant qu'on quitte les lieux. Je me rappelle avoir fait une sortie du club au cinéma avec mes élèves parce que c'était la sortie des Ninja, Turtle Ninja là. Enfin, Turtle Ninja. Et j'aime bien, à la fin de l'année, emmener les enfants ou tous les ados faire une activité extra dojo. Et je les avais tous alignés dans le sous-sol, enfin dans le domicile en colonne, parce qu'on allait prendre le bus pour partir à Madiana à l'époque pour aller regarder le film. Et il y avait près de 80 gamins alignés. C'était quand même conséquent. Et ce qui fait qu'en fait, en plus, ce qui est venu se rajouter, c'est qu'à cette période, le préfet de région, qui avait entendu parler de mon club, avait emmené son fils pratiquer le karaté avec moi. Ouais. Et il venait régulièrement avec le chauffeur, amener son enfant, ou le chauffeur amenait l'enfant et tout. Donc du coup, les gens ont su que le préfet était au club, donc ça a commencé à amener du monde. Et le parking du lotissement commençait à être un peu trop rempli. On ne pouvait pas gêner quand même le voisinage. Ouais. Et tout ça a fait en sorte que mon père a dit non, il faut qu'on trouve un autre endroit. Et c'est là qu'on a trouvé Rivière-Roche. Ouais. Alors effectivement, là maintenant, nous allons voir ça sous un autre angle. Là maintenant, on est dans une société particulièrement pas violente. Oui, c'est une société violente, etc. Alors le sport, tu le considères pour la femme comme un moyen de défense ou comme un truc de développement personnel? Parce que du karaté, quand même, on peut aussi... Pour la femme comme pour toute personne, que ce soit homme, femme, enfant, je pense que le sport, déjà en général, est salvateur. Il faut absolument, dans la société où nous vivons actuellement, pratiquer un sport pour soi-même, pour son bien-être et pour évoluer, pour se lancer des défis, pour se bouger. Pour moi, c'est le facteur important d'un équilibre, quelles que soient les conditions quelles que soient les conditions qui nous entourent. Dès lors que la santé nous le permet, parce qu'il y a aussi ça, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, c'est pas toujours évident. Pour moi, l'art martial... Excuse-moi, voilà. Tu n'as jamais eu pendant tout ça une mauvaise chute, etc., des problèmes de santé pas majeur fracture, au sens etc. Non, pas au sens qu'on entend, pas majeur. Aujourd'hui, je souffre un peu plus de tendinite, choses comme ça qui me limitent. Je vais être honnête, c'est l'âge aussi, mais j'ai eu cette chance de ne pas avoir ce problème-là. Mais je pense à ceux qui peuvent être limités. Mais voilà. Donc on revient à cette utilité du sport actuellement indispensable. Dans cette et moi, je pense que l'art martial, en tout cas tel que moi je l'enseigne, et parce que la façon dont je l'ai appris à travers le karaté, ou on peut le prendre à travers d'autres arts martiaux, ça nous permet de nous construire, ça nous renforce, ça nous aguerrit. Ça nous rend plus forts. Je pense que si j'ai été vers le karaté, c'est parce que j'avais ce tempérament. Comme je vous ai dit, je suis capable d'aller voir quelqu'un droit dans les yeux, lui dire ce que je pense.
Et le karaté, enfin, la pratique de l'art martial nous amène à cela. Le regard du samouraï, quand il est face à son adversaire, il sait qu'il va mourir ou qu'il va gagner, il va vivre. Et cette façon de travailler sur soi, de se dépasser, de croire en soi, de savoir qu'on n'est pas non plus... J'ai un élève, l'autre jour, il pleurait systématiquement parce qu'il perdait. J'ai dit, mais personne n'est faible. Tout le monde est faible dans sa vie. C'est ce que j'explique aux élèves. Personne n'est un surhomme ou une surfemme. On a tous des faiblesses. Mais l'important, c'est de ne pas les montrer ou de les surmonter ou de les colmater, de faire avec et de se battre avec. Et maintenant, là, tu peux nous passer également des photos de compétition. Donc finalement, tu leur montres que c'est une philosophie de vie. Tout à fait. À la fois. Le sport est une philosophie de vie. Et ça, bon, peut-être avec un certain côté agressif, etc. Mais ça leur apprend la réaction, la résilience, rebondir. Rebondir et puis s'impliquer. Je vais vous dire à quel point ça peut aller loin, parce que je vais donner un exemple important qui montre que le sport n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen. Moi, j'avais un jeune dans le quartier de Mout qui était parti, on va faire un résumé, on va la faire court comme on dit, qui était parti pour être délinquant. Bon, s'il avait voulu, il aurait pu être délinquant. Grâce à l'ouverture de la section à Mout, j'ai accueilli des jeunes ados qui auraient pu être dans la rue, faire n'importe quoi. Et ces jeunes, je les ai emmenés jusqu'à la Coupe de France en karaté. Ils ont été 3e à la Coupe de France, ils se sont construits avec ça. Sauf que ces jeunes, évidemment, comme c'était un petit peu des fois des cocos, à l'entraînement, ils n'étaient pas très sérieux. Et des fois, il fallait que je monte d'un cran. Et j'avais pris les billets d'avion, mais je leur avais dit, attention, si jamais vous n'êtes pas réglo à l'entraînement, moi je laisse, même billet d'avion pris, je laisse tomber. Honnêtement, il y en a un qui a joué avec le feu. J'ai dit, ok, tu as pris ça, tu ne m'as pas cru. Nous sommes partis quand même parce que les billets d'avion étaient pris, mais il y avait deux épreuves, une journée individuelle et une journée par équipe. Et le jeune en question, il est resté dans les tribunes la veille de la compétition. C'est-à-dire qu'on a pris le billet d'avion, mais il est resté dans les tribunes. Il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Je l'ai fait participer qu'en équipe, puisque c'était l'équipe qui était en jeu. Et il a été profondément vexé, il était frustré parce qu'il n'a pas pu faire ses épreuves en individuel. On était à Paris, Mais je vous jure que non seulement l'équipe était 3e, mais qu'après, ce jeune homme est venu me voir en me disant « Merci Sensei, ce que tu as fait m'a donné une vraie claque. » Aujourd'hui, ce garçon s'est reconstruit dans la vie. Je sais qu'il a fait un super parcours. Il a réussi à trouver sa voie. Il fait même de la danse latine. Il est revenu me voir, et c'est dommage que j'ai pas la photo, si j'avais su que j'avais parlé de lui. Il s'appelle Patrick Platon. Et pour moi, c'est un parcours de réussite extraordinaire, parmi plein d'autres élèves que j'ai conduits à cette réussite. Parce que grâce au sport, j'ai su dire non à un moment. C'est-à-dire que j'ai pas mis en avant mon désir, mon ego de dire oui, ce garçon-là, parce que ce garçon-là était très très fort. Ce garçon-là, c'est un garçon qui est ce qu'on appelle un surdoué. Ceinture jaune, champion anti-Guyane. Champion de la Martinique. Alors qu'il battait des ceintures marron, tellement il était fort. Mais il était trop fort, il pensait que, tout le monde serait à ses pieds. Et je lui ai dit non. J'ai su sacrifier des choses importantes, parce que pour son bien-être, ça lui a permis de se remettre en question. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de bien. Mais justement, après ton expérience que tu mesures, en quelque part, il en reçoit une certaine fierté de ta part. Quand tu les rencontres, tu ne veux pas dire leur idole, mais quand même, c'est l'exemplarité, quoi. Tout à fait. Enfin, alors, il y a bien sûr toujours quelques-uns dans le lot. Bon, on est déçus, on n'a pas compris ce qui s'est passé, il y a une incompréhension. Qui n'a pas eu ça dans sa vie, dans le parcours d'enseignant sportif. Mais la plus grande satisfaction, c'est tous ceux qui reviennent avec ce remerciement. Ça fait chaud au cœur. Là, encore, il y a 2 jours, j'ai reçu la visite d'un de mes anciens élèves, un des premiers. Ça fait 25 ans que j'ai le club, et 25 ans après, il vient me saluer au dojo. J'ai toujours gardé contact avec aussi Patrick Jean-Pierre, qui est un journaliste connu, qui avait créé ATV à l'époque et tout ça. Donc, il est toujours dans le monde du média, il reste en contact avec moi. Moi, c'est cette reconnaissance qui me fait plaisir, et voir la réussite de ses élèves dans tous leurs domaines, dans tout ce qu'ils ont fait, et puis qu'ils ne m'oublient pas, qu'ils reviennent vers leur dojo pour dire « Sensei, grâce à toi, on a fait de belles choses ». Alors justement, je me souviens de notre rencontre, elle a eu lieu, c'est José donc qui organisait un hommage à des sportifs, etc. Et c'est là que je t'ai approché un petit peu d'ailleurs. Et est-ce que tu es sensible à ça? Est-ce que tu estimes que tu es quelqu'un reconnu dans ce pays? Oui, dans ton domaine, oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je pense que, par ma nature même, le fait d'être une petite femme qui fait du karaté, tout ça, je pense qu'en Martinique... les gens te connaissent, les gens me connaissent énormément, oui, ça faut être honnête. Des fois, je vois un petit garçon qui tire la veste de maman à Carrefour, qui dit « Regarde, maman, c'est la dame qui fait du karaté ». Bon, non, de ce côté-là, je pense que la reconnaissance, elle est là. Sur le plan public, il n'y a pas de souci. Même au niveau des instances, je crois qu'il y a une belle reconnaissance.
Par exemple, là, on te voit avec un diplôme, c'est ça? Ah voilà, c'est clair. Voilà, bon ben voilà, c'est peut-être parce que raconte l'histoire là. Alors là, c'est la médaille d'argent. À l'époque, voilà, j'ai été honorée par la direction de la jeunesse et des sports, avec à gauche. C'est à Paris ou en Martinique? Là, c'est en Martinique. Ouais. Le directeur de la jeunesse et des sports et le préfet de région de l'époque. Ça, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. C'était la médaille d'argent. Et puis tout récemment, c'était pareil. Après le Covid, on a été reçus et j'ai reçu la médaille d'or. Là, c'était voilà, la médaille d'or avec toujours notre directeur de la jeunesse et des sports, Monsieur Chevalier. Et c'est un honneur pour moi. Cette reconnaissance du monde sportif, pour moi, elle m'encourage énormément. Elle m'encourage. Ça, c'est mon papa, voilà, le président de l'OTC également. Et ça nous fait chaud au cœur parce que, comme je vous dis, maman est décédée dans les mois qui ont précédé cette remise. Donc, pour moi, ça a été un petit peu, je lui ai dédié toute cette réussite. Parce que voilà, elle n'a pas pu la partager avec nous, mais bon, je sais que de là où elle est, elle me voit, donc c'est important. Tu n'as pas d'enfant? Non, mais j'ai tous fait des autres depuis des années. Oui. Mais ce côté, parce que à travers l'étude de ton personnage, on voit quand même qu'il y a un côté militaire que tu dois tenir. Quand je dis militaire, c'est-à-dire rigueur, voilà. Et puis il y a le côté dépassement de soi, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça formule un petit peu ce qui te caractérise, quoi? Voilà, tout à fait. Cette espèce de petit bout de femme qui veut toujours se battre, qui veut toujours... qui veut se battre, quoi, qui se bat pour avancer, et puis qui sait aussi apprécier les choses de la vie telles qu'elles sont. J'ai quand même une analyse des choses qui est assez philosophique aussi. Bon, j'essaie de ne pas prendre les choses à cœur. Le contrôle de soi, il passe par là, dans l'émotion du quotidien, que ce soit pour les bonnes choses et les mauvaises choses, même si c'est pas facile. Mais comme on doit donner l'exemple, on doit travailler sur soi pour plein de choses. La rigueur, la ponctualité, le contrôle de soi, ne pas s'énerver, essayer de prendre du recul avec les choses pour les analyser de loin. Quand on regarde de loin, on ne voit pas ses pieds. Quand on voit entre ses pieds, on ne regarde pas de loin. Il faut trouver un juste milieu. Voilà. En matière, alors là, on va peut-être un petit peu extrapoler, en matière d'hygiène alimentaire, tu t'autorises tout ou alors tu as... Si les gens savaient, je pense que je voudrais pas de faire un pied de vie, un pied de nez à la vie, mais j'ai une bonne étoile avec moi pourvu que ça dure. Je mange tout et n'importe quoi, entre guillemets, et tout ce qu'il faut pas, à la limite. C'est-à-dire que si on me voyait manger, c'est vrai que... Voilà, je suis toute mince, quelqu'un encore m'envie il y a pas longtemps, j'ai effectivement, pour le moment, mon Dieu, que ça dure, voilà, je vais pas dire le corps que j'ai me convient, voilà. Mais en sachant que voilà, je suis quelqu'un qui consomme pas mal de sucre, on ne devrait pas. Mais c'est parce que justement, je pense que je le brûle bien. Donc je bouge beaucoup, je suis hyper active. Je peux pas rester en place. Quand c'est pas des activités sportives, c'est des activités jardinage, je marche. Plus pour t'occuper l'esprit ou bien c'est un besoin physique même? C'est un besoin physique. Puis les deux. Voilà. Je suis quelqu'un, je peux pas rester... Alors bien sûr, je vais avoir des activités de réflexion pour travailler, l'ordinateur comme tout le monde, l'administratif et tout, mais... Je suis quelqu'un d'entreprenante. Je ne peux pas rester... je vais aller quelque part au centre équestre, par exemple, je ramasse des ordures. Enfin, voilà, je ne peux pas rester inactive. Je veux être participative. Voilà. On avait le côté combatif, etc. Mais on va rentrer dans un truc encore plus profond. Et la nature? Est-ce que tu aimes te promener? Est-ce que tu aimes les randonnées? Est-ce que tu aimes les excursions? Est-ce que tu es proche de ce côté nature? Là encore... De par la nature même de mon père qui m'a dédié ça. Papa est un jardinier hors pair, il a la main verte et j'adore la nature. Je suis en symbiose avec la nature. On va dire tu as un espace où tu peux cultiver? Alors voilà, on est en jardin autonome à la maison, carrément. Donc ils viennent nous planter un pied de banane et puis des Christophines. Donc c'est formidable. Nous, il fait de la vanille. Enfin voilà, on est en symbiose complet. Moi, je suis animaux et la nature. C'est ma... les animaux aussi, beaucoup. Ah, énormément. Je suis complètement fan. Tu as des animaux domestiques, des chiens, des chats? J'ai 4 chiens, j'ai 2 chats, j'ai un cheval, voilà. Ah bon? Ah oui. On n'a même pas parlé du cheval. Ah oui, il y a le cheval. Tu as fait de l'équitation aussi? Il n'y a pas que ça, il y a le cheval, il y a le chien. J'ai fait des concours de canins, je fais de l'élevage canin un petit peu aussi, donc c'est des choses... Est-ce qu'on a des photos, Emmanuela, où elle est avec un cheval? Non, j'ai pas donné. Ah, t'as pas donné, bon, c'est pas grave. Mais j'aurai l'occasion. Ouais. Mais c'est vrai que, comme je ne sais pas, c'était un parcours complet comme ça de ma vie. Non, c'est vrai que... Pas mal fait de choses. Ah oui, je suis très impliquée. Et la nature, pour y revenir, ça, c'est quelque chose... c'est ma foi, en fait. La nature, c'est ma foi. Voilà. Je ne suis pas spécialement quelqu'un de... Je ne suis pas pratiquante. Je suis
bon, je suis croyante, mais ma croyance, elle va vers la nature. Je suis quelqu'un qui croit en l'univers et à la nature. Je respecte toute chose de la nature. Je sais regarder une fleur, je sais regarder un animal, j'ai le temps, je prends le temps de contempler. Là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours dans les ordinateurs. Les jeunes ne regardent plus que leurs écrans. Ils savent même plus regarder le ciel, ils savent plus regarder la beauté. Je sais apprécier un coucher de soleil. Je suis hyper. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire là, mais tu es déjà dans la dimension cosmique. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu t'assieds dans ton jardin, tu regardes évoluer, par exemple, une abeille, etc. Tout à fait. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un. C'est très important. Il y a une vie. Je suis très consciente de ce qu'on est au sein de la nature. En tout cas, j'en ai la perception qu'on est d'un passage éphémère, mais qu'on fait partie de cette nature et qu'il faut la respecter énormément. Donc chez nous, on est dans un jardin. On a beaucoup de jardins. Mon père là, il est en train de me montrer pour la vanille. On suit la vanille de près à deux pour pouvoir les féconder. Alors, tu sais que ça va prendre en Martinique, cette histoire de vanille là, ce n'est pas la première. Je ne suis pas en culture comme lui. Lui, il est vraiment dans la culture. Il sait, voilà, il va préparer des plantes, tout ça. Il fait des greffes. Lui, il est plus manuel. Et puis il a la main verte, c'est-à-dire qu'il jette quelque chose, ça pousse. Hein. Ça, j'ai cette chance-là. Mais par contre, cette symbiose dans la nature, je pense que la nature nous le rend bien, me le rend bien aussi, parce que voilà, je croise les doigts. Mais ça, je suis quelqu'un de très proche de la nature, ça c'est clair. Mais on va aller encore plus loin, puisque je constate quand même que ça t'intéresse, pas quand même que ça t'intéresse. La chlordécone. Le problème de la chlordécone, est-ce que tu as été sensible à ça? Sensible, et j'ai entendu parler bien évidemment, et je suis consciente que même plus, la chlordécone et peut-être bien d'autres choses aujourd'hui nous affectent. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il faut toujours savoir se dire que on ne sait jamais rien vraiment. On sait ce qu'on nous dit. On sait ce qu'on apprend par l'information. On sait ce qu'on a choisi de suivre. Mais après, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Sans faire de théorie complotiste, hein, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, au quotidien, il y a la chlordécone, qui est un phénomène déjà qui a forcément eu un impact sur nous, dans l'alimentation, dans ce qu'on boit. Aujourd'hui, il y a peut-être même des conséquences non mesurées, voilà. Mais il y a ce qu'on respire. Il y a tous ces vents qui nous amènent les poussières du Sahara, tous les aérosols qu'on utilise. Moi, je suis très étonnée, par exemple, je ne sais pas si d'autres téléspectateurs vont peut-être le confirmer ou vous, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de tendinite en même temps. À ce moment, il y a des gens, tout le monde se dit, je croise des gens en pourcentage, mais je ne sais pas, 7 sur 10 me disent, à ce moment, j'ai une tendinite. J'étais avec, à l'émission mercredi, le monsieur qui était avec moi du volet, il sort, il a une tendinite à la hanche, j'ai une tendinite à la hanche, et j'ai des tendinites partout, et c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que peut-être ça mériterait qu'on fasse un point sur une étude sur la population au niveau de la santé pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je ne suis pas la seule. Côté rétrospectif, on a connu bien évidemment la période du Covid. Tes activités étaient ralenties, bien évidemment. Très ralenties, mais comme je suis une battante, vous me connaissez, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on ne lâche rien. C'est-à-dire c'est-à-dire que... Tu ne faisais pas du karaté avec les masques? Non. Alors, au départ, c'était interdit en salle, donc déjà, c'était réglé. Donc, nous, on a fait de la visio. Donc, on a installé un système un petit peu de visio où le professeur venait en salle derrière une télé. Et puis les enfants à la maison, prenaient une chaise, on faisait des exercices, c'était rigolo parce que et ça marchait. Ça a marché un petit peu pendant un petit moment. Bon, on n'a pas fait ça souvent parce que voilà, c'est quand même, ça demandait de la présence et puis de la coordination, mais ça allait. On a fait ça peut-être pendant 3-4 séances, voilà. Dans le mois, on a essayé de faire un rendez-vous et chaque section avait un rendez-vous avec son professeur, donc à travers la visio. Ouais. Donc ça a été rigolo, ça a été même original, on va dire. Ouais. Ensuite, on a eu interdiction en salle, mais possibilité de pratiquer à l'extérieur. Donc là, on a pu se rendre dans l'espace qui est dédié, devant notre zone. Il y a, comment on appelle ça, un espace vert, soit un samana énorme. Ouais. Et là, on a commencé à demander, respectant la distance, aux jeunes de venir nous rejoindre sous le samana. Et on faisait des exercices physiques, voilà, en live, comme c'était autorisé à ce moment-là. Mais on a gardé le contact. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a gardé le contact. Et puis, comme le centre équestre aussi avait droit à certaines activités pendant cette période, on va dire la fin de la période Covid, quand on commence à rouvrir un petit peu les activités sportives, à ce moment-là, j'emmène mes jeunes au centre équestre pour découvrir d'autres activités. Tant qu'on n'a pas l'autorisation d'être en salle. Parce que nous, on a beaucoup souffert, les sports de salle. Dans la mesure où il a fallu... on a été parmi les derniers à ouvrir, parce qu'on est sport de combat. Sans faire de contact, on est quand même... Dans l'art martial, on pratique l'art martial, il y a des sports de contact, comme le judo, l'aïkido, mais on n'est pas non plus
dans le karaté, on a plein d'exercices qui sont sans contact. Mais dès lors qu'on est dénommé sport de contact, on n'avait pas le droit d'être en salle. Ouais. Donc ça nous a affectés dans ce sens-là. Alors, on voit ta carrière, effectivement, tu as connu beaucoup de choses, tu as eu beaucoup de joie, tu as formé des enfants, etc. Le sport professionnel, tu sais, les jeunes actuellement, ils voient Mbappé à la télé qui gagne, etc., combien de millions. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un avenir pour les jeunes? Là, tu peux t'exprimer franchement. Hein. Moi, très sincèrement, je vais être franc parce que je suis quelqu'un de franc. Je vais jamais dire les choses comme les gens veulent l'entendre. Je vais dire les choses comme je le sens et que je veux le dire. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est un petit peu comme aujourd'hui le système de la belle basket, du dernier téléphone iPhone et tout. Ce sont des effets d'annonce. J'ai perdu moi-même des sportifs où j'essaie de tenir des sportifs dans leur discipline parce qu'ils rêvent de devenir des footballeurs comme Mbappé. J'ai moi-même eu un jeune sportif karatéka qui a suivi ce parcours-là de football de haut niveau pendant une période de sa vie. Il était très bon footballeur, mais au final, aujourd'hui, il a arrêté. Donc, je veux dire, il faut que les parents soient conscients que c'est à eux de jouer ce rôle-là. On n'a pas parlé de ça, mais le rôle des parents est hyper important. Oui. Il y a de quoi faire un discours, une émission complète là-dessus. Mais je veux dire, voilà, il faut que l'enfant, il est guidé, il doit être guidé dans ses choix. Moi, mes parents m'ont guidé un peu dans mes choix. J'ai choisi, mais ils m'ont guidé. Et les parents doivent les guider. Donc, le sport professionnel comme ça, c'est qui appelle. C'est faire rêver les gens. C'est faire rêver. C'est du rêve. C'est du rêve. Et ça, c'est destructeur parce que ça fait quitter des jeunes. Voilà, le football paraît ludique. On court après, on est chien-boule, comme on dit. On court. Quelle différence quel jeune enfant mal guidé, entre guillemets, pas bien guidé, va préférer faire un sport qui va demander, comme l'art martial, de la rigueur, de se faire mal, où il y a de la discipline. On va lui dire oui, non. Et puis le sport où il peut avoir un ballon, il court comme il veut sur un stade. Oui, mais il y a un problème, c'est que nous sommes à l'ère de l'image. Eh oui. Les gens aiment se voir à la télé, c'est la médiatisation, on connaît Mbappé, il est sur toutes les affiches 4x3, etc. Est-ce que vous, dans le cadre des arts martiaux, toi, tu penses personnellement que ce sont des sports médiatisés suffisamment? Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Il faut rivaliser en permanence, on est en train de se battre. Par exemple, là, le samedi 1er avril, là, je vais le dire aux auditeurs, il y a l'Open K de la Ligue de karaté de la Martinique qui va avoir lieu à Rivière-Salée. Je ne suis même pas sûr que ce soit bien su, que même les auditeurs le savent. Voilà, on n'est pas assez vu. Nos fédérations ne supportent pas suffisamment non plus. Les élus, alors oui et non. Parce les collectivités. Les collectivités, voilà. Là, normalement, on devrait avoir du soutien parce que notre équipe est vice-championne de France. Donc on attend une aide de la collectivité, mais on n'est pas sans savoir, et tout le monde le sait, qu'il y a des difficultés pour concrétiser et avoir les fonds. Donc l'intention est là, mais est-ce que les fonds vont suivre? On ne sait pas. Alors déjà, on est reconnaissant si la Martinique est derrière nous. Moi, j'aimerais surtout que nos élus et nos administrations aient la reconnaissance de cela. C'est-à-dire que, à travers les efforts que nous faisons pour avoir des jeunes au niveau sportif de haut niveau, les amener très loin, ou même sans que ce soit du sport avec le résultat de compétition. Ça peut être, par exemple, des jeunes, comme je les ai emmenés en échange culturel à travers le sport. Il faut qu'ils reconnaissent cette mission qu'on a d'éducation de la jeunesse martiniquaise et qu'on nous aide dans ce genre de choses. Oui, mais un truc que j'ai remarqué aussi, quand tu es arrivé à moto, etc., bon, les sports de combat peut-être pas, mais les sports mécaniques, ça a de l'avenir, là, quand même. C'est médiatisé aussi un petit peu, enfin. C'est médiatisé, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pour la nature, donc je suis écolo. Donc en ce qui me concerne, je suis contre les sports mécaniques, parce que pour moi, tout ça, à l'ère où on parle d'écologie, d'économie, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse... même si, enfin, je respecte ceux qui pratiquent. Hein. C'est pas une critique négative, au sens que, voilà, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts sur Terre. Et il y a des gens qui aiment les sports mécaniques, bon, faut bien qu'ils s'éclatent. Mais moi, avoir quelqu'un qui, par exemple, va porter un jugement sur l'écologie et puis la dépense énergétique, et puis qui s'assoit pour regarder les 24 heures ou le Grand Prix, ou voilà, les sports mécaniques, ça c'est un petit clin d'œil à mon papa, parce qu'il est un peu comme ça des fois. Faut bien qu'il se fasse plaisir aussi, mais en même temps, bon... il est très rallye, ton papa, oui. Oui, il aime beaucoup le Grand Prix, il regarde le Grand Prix à la télévision, ça le passionne. Mais après, pour revenir au sport mécanique, oui, bon, en même temps, c'est dangereux. Enfin, tout quel sport n'est pas dangereux, je suis pas fan. Ouais. Je suis pas fan. Et bien alors là, on a dit que ça ne va pas durer éternellement. Quand tu es sportif comme ça, ta carrière, tu as... Bon, on va aborder le problème de la retraite si tu veux. C'est ça qui est à la mode ces jours-ci. Comment tu te vois continuer
Tant qu'il te reste un souffle Voilà, de vie. tant qu'il voilà, on va dire ça comme ça. Moi, je dis franchement, l'art martial, c'est peut-être ça. Encore une leçon de vie. Quand on voit Michel Branchy encore œuvrer sur son tatami, Michel Branchy. quand on voit des anciens encore sur les tatamis, ou même au Japon, quand je vois des gens de 90 ans encore pratiquer, même si on est tout rouillé, on est debout. Mais je crois que c'est ça, l'art martial, elle nous permet de nous tenir le plus loin que possible. Comme j'ai dit, même Francisco, regardez qui est venu alité avec, alors qu'il était appareillé, tout, mais il était présent jusqu'à la dernière seconde. Moi, vous voyez, on me voit, voilà, c'était l'année dernière, en 2022, je suis au championnat de France vétéran 3. J'ai 59 ans. Je défie encore des personnes de mon âge sur les tatamis. Voilà, c'était la remise officielle nationale. Donc, ça, c'était une très belle fierté. Et c'est la conclusion d'un beau parcours. Alors, c'est pas la fin peut-être, mais ça va dépendre de mon corps. Mais c'était pour moi une belle revanche sur ma vie de sportive, puisque ce podium que vous voyez, ça faisait 20 ans que je me débattais pour être sur cette première marche. J'ai eu l'occasion d'être première au championnat de France corporatif, mais le championnat de France officiel, là, le circuit officiel, cette place-là, mais ça faisait 20 ans que j'en rêvais. Et j'avais été soit quatrième. J'ai dit, bon, là, cette année, c'est ma chance. Et j'avais été vice-championne de France vétéran il y a 4-5 ans. Eh bien, Eliane Glandu, c'est sur ces images qu'on va se quitter. On a passé un très, très, très bon moment. Merci. Tu as peut-être 30 secondes, 1 minute pour faire passer ton message en direction des jeunes, susciter l'amour du sport, je dis toujours se rendre dans les dojos, quoi qu'il arrive, essayer de pratiquer au maximum l'art martial, parce qu'il y a un bienfait énorme qui va jouer sur votre vie au quotidien, que ce soit dans le plaisir de la pratique, mais aussi de la réussite de votre vie. Et ça construit un homme, ça construit une femme, l'art martial. Il faut absolument essayer d'aller au moins découvrir cette discipline. Et venez nous voir à l'Open Car Rivière-Salée le 1er avril, samedi soir. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle est déterminée jusqu'au bout. C'était Que sont-ils devenus avec Eliane Glandu, championne de karaté. À très bientôt.